Bonjour les quatrièmes. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez la liberté retrouvée après 2 mois de confinement. La semaine prochaine, certains d'entre vous vont faire leur retour au collège Jean Valette. Pour les autres, je vous rappelle que l'enseignement à distance est une obligation et qu'ils devront le suivre avec assiduité. Nous allons commencer par réaliser la correction de l'activité précédente. Elle concernait la société coloniale en Algérie. Je vous avais soumis 2 questionnaires. Le premier questionnaire, question numéro 1, document 2, zoom 1, citez 4 bâtiments qui représentent la présence française. Vous pouviez citer de nombreux bâtiments: la cathédrale, le palais du gouverneur, le lycée, les archives départementales, le cercle militaire, la douane, la gare, la gendarmerie, la prison, la caserne d'artillerie. Tous ces bâtiments sont des institutions du colonisateur, c'est-à-dire des organisations qui représentent le pouvoir politique, religieux, scolaire, civil, militaire ou économique du colonisateur. La deuxième question portait sur les noms de rues. Que nous apprennent les noms de rues? La plupart des rues de la ville d'Alger portent le nom de villes françaises: rue d'Orléans, rue de Chartres, de personnalités françaises, la rue Henri Martin, la rue Jules Ferry, ou des noms de rues relatifs à l'histoire de France, comme la rue Marengo, Marengo étant une bataille de Napoléon Bonaparte. Les noms de rues nous apprennent que la ville d'Alger a été colonisée par la France. Les noms de rues nous apprennent que le colonisateur représente sa domination en nommant les rues. Au cours de la question numéro 3, je vous demandais quelle population vivait dans ce quartier. Les noms de rues, les noms des bâtiments nous apprennent que ce sont les colonisateurs français qui vivent dans ce quartier. La question numéro 4 portait sur la population vivant dans le faubourg Bab el-Oued. Eh bien, je vous prie de m'excuser, j'ai réalisé une erreur. En effet, je voulais vous faire dire que les populations arabes, algériennes, colonisées, vivaient dans un quartier qui s'appelle la Casbah d'Alger. Je vous prie de m'excuser, c'est grâce au soldat Yaël Bourdeau que je me suis rendu compte de mon erreur. J'espère que les troupes ne se rebelleront pas. Question numéro 5. Pourquoi peut-on parler de ségrégation spatiale? En effet, les populations européennes et arabes, algériennes, musulmanes, colonisées, habitent des quartiers différents. C'est pour ça que l'on peut parler de ségrégation spatiale. Mais attention, je vous transmets une information supplémentaire. Habiter un quartier ne veut pas forcément dire vivre dans ce quartier. Tous les jours, de nombreux Algériens quittent leur quartier pour travailler dans le quartier européen, en tant qu'ouvrier, en tant que docker sur le port ou en tant que domestique. Donc attention, il y a une différence entre vivre dans un quartier et habiter le quartier. Le questionnaire suivant portait sur le petit b de la leçon, les rapports entre colonisateurs et colonisés. Il fallait analyser le document 3, un texte, un senatus consulte, c'est-à-dire une décision prise par le Sénat en juillet 1865. Question 1, document 3. En Algérie, les musulmans, alors qu'ils sont considérés comme français, ont-ils les mêmes droits que les Français? Justifiez votre réponse. 2.
justifications sont attendues. Il fallait répondre qu'en Algérie, les musulmans n'ont pas les mêmes droits que les Français. Car le texte le dit clairement dès la ligne numéro 1. Le musulman continuera à être régi par la loi musulmane, ce qui est une contradiction. On ne peut pas être français, avoir des droits français et en même temps être régi par la loi musulmane. Ensuite, la fin du texte nous apprenait que les Algériens, sur demande, pouvaient être admis à jouir des droits du citoyen français. Or, je vous rappelle, depuis 1789 et l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'ailleurs je vous avais donné cette information, tous les Français naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire que les droits chez les Français sont naturels, alors qu'ici, le musulman doit en faire la demande. Question numéro 2, document 3. De quels droits les musulmans peuvent-ils bénéficier? Justifiez votre réponse. Le texte nous apprend que les musulmans peuvent bénéficier du droit de s'engager dans les armées de terre et de mer. Ils bénéficient aussi du droit à être appelés à des fonctions et des emplois civils en Algérie. Mais attention, ces droits sont restreints et ils ne s'effectuent que sur demande du colonisé. La question numéro 3 portait sur l'égalité. La société coloniale en Algérie est-elle égalitaire? Expliquez. Il fallait dans un premier temps affirmer qu'en Algérie, la société coloniale est inégale. Elle est inégalitaire. En effet, dans une société qui applique l'égalité républicaine, tous les citoyens français bénéficient des mêmes droits. Or, nous avons clairement démontré précédemment que les musulmans n'ont pas de droits. Il faut absolument que vous reteniez cette donnée. Toutes les sociétés coloniales sont inégalitaires. Et c'est cette inégalité qui va se creuser au fil des années, qui va amener en 1954 à la révolte d'une partie du peuple algérien au début de la guerre d'Algérie et au début de la décolonisation. Et ça, vous l'étudierez l'année prochaine en troisième. Surtout, n'oubliez pas cette donnée, toutes les sociétés coloniales sont inégalitaires. Nous allons maintenant poursuivre la leçon sur la colonisation et sur les sociétés coloniales. Je vous propose, pour illustrer ce nouveau cours, ce document. C'est un tableau. Le titre est « Lord Clive rencontre Mir Jafar après la bataille de Placé en 1757 ». C'est une œuvre de Francis Heyman, réalisée en 1760, et elle se trouve à la Galerie nationale des portraits à Londres. Ce document, cette peinture, représente la colonisation de l'Inde par le Royaume-Uni. Ce document est également un tableau. Il s'intitule « L'arrestation du prince d'Hiponegoro ». Il a été réalisé par Nicolas Pilman en 1835 et il se trouve au Rijksmuseum à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce document, ce tableau, comme nous le montre le drapeau néerlandais, représente la colonisation de l'Indonésie par les Pays-Bas. L'Indonésie est un archipel du sud-est asiatique qui a été colonisé par les Pays-Bas. La France n'est donc pas le seul pays à avoir réalisé des colonies, à avoir entrepris la colonisation. Nous avons appris la colonisation d'un territoire, celle de l'Algérie. Nous allons maintenant passer à une échelle différente, l'échelle du monde. Je vous demande donc d'inscrire dans votre cahier le grand 3. Au XIXe siècle, pourquoi certains pays européens colonisent-ils une partie du monde? Pour répondre à la problématique du grand 3, je vous demande de prendre le livre, pages 102 et 103. Nous allons étudier un document. Ce document est une carte à l'échelle du monde, une carte des empires coloniaux
en 1914. La carte comporte donc un titre et une légende. Pour répondre à la problématique du Grand 3, je vous propose ce questionnaire. Pour répondre à la problématique du Grand 3, je vous propose ce document. Il s'agit maintenant de comprendre les motivations des Européens. Vous savez que l'Algérie a été colonisée pour diverses raisons, mais surtout pour l'appropriation de la terre. Ce document est un texte, c'est un discours prononcé à l'Assemblée nationale par Jules Ferry. Jules Ferry était à ce moment-là président du Conseil, ce qui est l'équivalent du Premier ministre. Ce discours a été prononcé le 28 juillet 1885. Jules Ferry est une personnalité politique très importante de la Troisième République. Avant d'être président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, il a été ministre de l'Instruction publique, c'est-à-dire ministre de l'Éducation nationale. Il est l'auteur de deux lois, de 1881 et 1882. Ces deux lois ont rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire de 6 ans à 13 ans. En effet, je vous rappelle que l'école ne repose pas sur le volontariat, mais sur l'obligation. Avant que vous ne commenciez l'analyse du discours de Jules Ferry, je voulais vous apporter cette information. Dans son discours, Jules Ferry mentionne des races supérieures, des races inférieures. Je vous rappelle, le concept de race humaine n'existe pas. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Mais, à la fin du XIXe siècle, des hommes comme Jules Ferry ne le savent pas. Contrairement à l'auteur que je vous présente, par le diaporama, de Gobineau, Jules Ferry ne croit pas à l'inégalité biologique des races. Quand il parle de race supérieure et de race inférieure, il désigne en fait des sociétés qui sont plus développées que d'autres. Mais je vous le rappelle, Jules Ferry ne croit pas en l'inégalité biologique des races. Pour répondre à la problématique du Grand 3, je vous propose ce questionnaire. Je vous rappelle que sous le document, il y a 3 notes de bas de page qui vous permettent de comprendre le document. Petit 1, petit 2, petit 3. N'oubliez pas de les utiliser. Avant que vous ne commenciez l'analyse du document, du discours de Jules Ferry, je tenais à vous présenter ce personnage. Il s'agit de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher était en 1848 le ministre des colonies. Il est l'auteur de la loi qui abolit l'esclavage dans les colonies. Je voulais donc faire ce lien avec la première leçon sur les sociétés qui pratiquaient l'esclavage au XVIIIe siècle pour clore donc le thème de l'esclavage. Attention, je tenais aussi à vous dire que Victor Schœlcher, comme Victor Hugo, comme Jules Ferry, était bien sûr opposé à l'esclavage, mais favorable à la colonisation du territoire en dehors de la France métropolitaine. Victor Hugo, Victor Schœlcher et Jules Ferry étaient donc favorables à la mission civilisatrice des pays européens. Je vous laisse maintenant analyser la carte et le discours de Jules Ferry pour que vous compreniez ce que signifiait civiliser les territoires colonisés. Même si la confiance que je vous porte est totale et entière, je vous demande de m'envoyer une preuve de votre travail sous forme de photographie correctement prise ou sous forme de texte en mode Word à l'adresse suivante. Maintenant, je pense que vous la connaissez par cœur. Bon courage, les quatrièmes, au boulot!
ceux que cela intéresse, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne Gutiérrez Histoire Géographie sur YouTube et visionner les 4 vidéos que j'ai réalisées concernant la guerre d'Algérie et la décolonisation que vous étudierez en 3e. C'est très intéressant et bien sûr, je vous demande pas de réaliser les activités de ces vidéos.